Donc quand vous démarrez ZBrush pour la première fois, et quand vous allez démarrer pour la première fois chez vous, il y a de grandes chances que votre ZBrush ressemble plus à ce genre de choses-là. C'est-à-dire que vous allez avoir une fenêtre qui est toute petite, une zone de travail qui est toute petite au milieu de votre écran. Et donc, il y a deux, trois choses à paramétrer avant de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Et pour ça, eh bien, on va ouvrir le tiroir de gauche, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on va aller dans le menu Documents. Vous voyez que ZBrush, bon, même si au départ ça a l'air un petit peu difficile de rentrer dedans, bah, vous allez voir qu'à la fin, ce sera votre meilleur ami et vous ne pourrez plus passer une soirée sans sculpter un petit rond avant d'aller dormir. Mais bon, il faut rentrer d'abord dans la philosophie. Alors là, on va cliquer sur double pour augmenter la taille de la zone de travail. On va mettre le range à 0 pour supprimer l'horrible dégradé noir qui vous empêche d'utiliser certains outils correctement. Et on peut changer la couleur du fond pour un rose fuchsia si vous préférez, ou un gris neutre. Et une fois que vous avez paramétrer votre fichier de travail, vous pouvez cliquer sur Save as Startup Doc, toujours dans Documents. Ça veut dire que maintenant, chaque fois que vous allez lancer cette brush, c'est cette interface-ci que vous aurez. Vous n'aurez pas chaque fois à remettre la bonne taille, le bon fond et la bonne couleur de fond. Alors, je vous dis ça même si certains étudiants l'ont déjà fait sur les PC sur lesquels vous travaillez maintenant, mais chez vous, faites-le parce que ce sera plus confortable. Question ? Donc maintenant, on va voir que ZBrush, c'est un programme qui permet finalement de sculpter comme avec de la pâte à modeler. La première chose qu'on va faire, c'est ramener de la matière pour pouvoir commencer à sculpter. Et pour ça, on va aller sur l'espèce de gros S qu'il y a dans Tool, qui est en fait la trousse à outils. Et on va cliquer sur Sphère 3D. Une fois que vous avez sélectionné votre sphère 3D, vous la dessinez simplement en faisant un drag and drop sur l'écran. Et immédiatement après, vous cochez Edit. C'est super important. Pourquoi? Parce que si vous ne cochez pas Edit, vous pouvez dessiner des sphères et dessiner Mickey par exemple. Mais c'est pas ça que vous voulez faire. Vous voulez une sphère éditable. Donc vous cliquez sur Edit, puis faites CTRL-N si vous avez dessiné d'autres sphères. Je vous propose d'activer le wireframe pour pouvoir cliquer à côté de la sphère et tourner autour de la sphère. Alors, quand tu commences, il est pas vraiment grisé. Tu vas chercher ton outil, tu le dessines, et puis tu le coches. Ça ne marche pas? Voilà, donc ici on a créé, amené notre matière. Toujours bien cliquer sur Edit pour rendre votre objet éditable. Deuxième info, alors tourner autour de l'objet, c'est un clic à côté de l'objet. Faire un pan, c'est un alt-clic à côté de l'objet. Attendez 2 secondes parce que j'ai mes propriétés de Wacom qui partent. Donc un pan, c'est un alt-clic à côté de l'objet. Et un zoom, c'est un pan, et puis on lâche alt et on va vers le haut et le bas. C'est la manipulation la plus bizarre de ZBrush, c'est le zoom. Mais je vous assure qu'à force, vous allez vous y faire. Il faut juste pratiquer un petit peu et ça va rentrer sans problème. D'accord? Donc, grâce à ça, vous pouvez manipuler votre objet dans tous les sens et avoir accès à tous les éléments. Alors, si vous avez zoomé très fort, vous voyez, vous avez un cadre blanc autour de votre zone de travail. Eh bien, si vous avez zoomé très fort, vous pouvez toujours cliquer hors de ce cadre blanc et manipuler votre objet. D'accord? Donc il considère que cliquer dans le cadre blanc, hors du cadre blanc, c'est cliquer hors de l'objet. Si vous voulez, vous pouvez aussi cliquer sur F. Et là, vous faites un frame et vous recentrez votre objet
à l'intérieur de la zone de travail. Ok. Ben, on a placé la sphère, mais à force d'avoir tourné, c'est difficile de savoir où elle est en vert, où elle est en droit, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Floor et activer le X, le Y et le Z. Donc si je désactive tout, vous voyez qu'il n'y a rien qui apparaît. Par défaut, il n'y a que le Y, donc on a le floor du bas. Et ici, j'ai besoin de tous les floors. Donc j'active toutes les petites lettres qui sont en haut à droite de l'icône. Et alors ici, l'objectif, c'est d'avoir le plane vert vers le bas, le plane bleu à l'arrière et le plane rouge sur la droite. Et vous voyez qu'avec Shift, vous pouvez vous snapper dans les différentes vues. Quand vous faites une rotation avec Shift, vous snappez dans les différentes vues. Autre chose aussi, on voit que la perspective est cavalière, il n'y a pas de point de fuite. On va activer ici le mode perspective pour avoir une réelle vue du monde 3D en perspective. Ça va? Donc ici, le but, c'est de savoir où est le haut et le bas, de savoir où est l'arrière et le devant, et donc c'est avec les floors qu'on va pouvoir avoir cette référence. La suite, donc, vous voyez que quand on tourne autour de la sphère, parfois on a encore tendance à mettre la sphère dans n'importe quel sens. Pour stabiliser et pour avoir un feeling plus comme dans Maya et Max, vous pouvez cliquer sur Y. Y vous permet maintenant de faire des rotations sans perdre l'horizontalité du floor. Alors, pour rendre, donc là pour le moment, on a fait une primitive, d'accord? C'est une primitive sphère. Pour rendre l'objet éditable, on va cliquer sur Make Polymesh 3D. Donc on clique sur Make Polymesh 3D. Là maintenant, vous voyez qu'il y a une série de menus en plus dans l'onglet Tool. On verra ça plus en détail. Et vous voyez aussi que maintenant, votre sphère a une couleur. Les polygones on peut faire des groupes avec ces polygones, et c'est avec les couleurs qu'on va distinguer quel polygone est dans quel groupe. Pour le moment, tout est dans le même groupe. ZBrush met des couleurs aléatoires, donc vous pouvez avoir une sphère verte ou bleue ou rose, ça dépend de l'humeur de ZBrush. Alors pour travailler dans de meilleures conditions, je vous propose de mettre un matcap grey comme matériau, et de décocher le fil pour voir votre wireframe, mais pour ne plus voir la couleur du polygroupe. Le matcap grey, en fait, c'est une lumière qui est légèrement de top qui vous permettra de mieux voir les volumes. Alors, avant de travailler, oui. Avant de commencer à travailler, je vous propose d'activer la symétrie. Donc vous pouvez cliquer sur X pour activer la symétrie. Et maintenant, on va pouvoir travailler en symétrie sur le modèle. Et pour commencer, je vous propose de prendre l'outil Move. Alors pour se simplifier la vie, je vais tout de suite vous montrer comment utiliser les shortcuts pour aller chercher les brushes. Donc avec B, vous ouvrez la fenêtre des brushes. Vous cliquez sur M parce que c'est la première lettre de Move. Et puis vous voyez qu'au-dessus de la petite icône de la brush, il y a des lettres qui sont en jaune. C'est la dernière lettre du raccourci. Donc pour un Move, c'est BMV. BMV, Move, MV, c'est les deux consonnes, c'est assez facile pour retenir. Et avec cet outil Move, ici je vais augmenter la taille de ma brush. Donc pour ça, vous pouvez aller soit dans le petit slider qui se trouve là au-dessus, soit cliquer sur S et le slider apparaît sous votre brush. Très pratique. Et la première chose à faire, donc, c'est de donner une forme globale de tête à votre sphère. Travailler en symétrie pour 2 secondes, hein, pour ramener le volume. Ok, donc ici on va voir un petit peu le principe de ZBrush, comment ça fonctionne, etc. Donc là, je vais continuer à travailler un petit peu sur la forme, parce que là, j'ai envie de faire une forme un petit peu plus bizarre
que d'habitude. Alors je vous demanderai une petite seconde d'attention pour bien comprendre comment fonctionne le programme. Donc ici, on voit qu'en manipulant l'objet, eh bien, on a bougé les points. Et donc, on a finalement détendu complètement et tordu complètement le maillage. D'ailleurs, maintenant, si j'enlève le maillage et que je prends la deuxième brush qu'on va utiliser pour faire le sketch, donc c'est la brush standard, ST, B, ST, c'est assez facile. Eh bien, on voit que quand je sculpte et avec Shift que j'intègre ce que je viens d'amener comme définition, eh bien on voit que c'est complètement déformé parce que j'ai étiré le maillage. Deux petites remarques. Vous voyez, quand je sculpte, ça donne tout de suite beaucoup d'effets. Pour diminuer l'effet, vous pouvez baisser la Z intensité. Et là, ce que vous allez faire sera beaucoup plus délicat. Pareil avec Shift enfoncé. Vous voyez que quand je smooth pour intégrer ce que je viens de rajouter comme effet, bah, ça raplatit complètement tout. Bah, avec Shift enfoncé, vous pouvez baisser aussi l'intensité, mettre une vingtaine. Et là, quand vous allez intégrer, ce sera un petit peu plus délicat. Ok? Donc ça, c'est le principe. Et c'est compliqué de sculpter sur une géométrie qui est complètement difforme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger le problème. Et pour corriger le problème, on va subdiviser deux fois le mesh. Vous voyez que maintenant, j'ai plus de subdivision, mais quand je sculpte, vous voyez que ça devient encore un peu pourri. Donc j'ai d'abord subdivisé pour smoother, et maintenant je vais activer ce qu'on appelle le Dynamesh. Alors le Dynamesh permet de recalculer un nouveau maillage sur votre objet. Regardez ici, c'est l'ancien maillage subdivisé, mais on a toujours des polygones qui sont étirés. Maintenant je vais calculer un Dynamesh dessus. Pour vous montrer un petit peu l'effet, je vais aller jusque 20 au niveau de la résolution. Donc je mets 20, bon, il met 24, je m'en fous, oui. Donc le principe du Dynamesh, c'est de recalculer un nouveau maillage sur la forme que vous avez. Là, je mets la résolution à 24 et je clique sur Dynamesh. À la question qui me pose, il faut mettre non. Toi, tu avais mis oui, c'est pour ça que tu avais encore toutes les faces en fait. Et regardez ce qu'il fait. Il projette en fait, dans la vue de face, dans la vue de profil, dans la vue du dessus, etc., il projette un plane avec une certaine résolution. Et chaque fois que ce plane rencontre le maillage, il crée des faces. D'accord? Et on voit que les faces sont bien carrées de face et de profil, et que de trois quarts, eh bien, il tricote. Il fait des triangles et il essaye de trouver des solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec cette technique-là, on va pouvoir ramener un maillage qui est homogène et qui va pouvoir nous permettre de continuer à sculpter, mais on ne pourra pas faire du détail de haute précision parce que les triangles subdivisés, ça fait des étoiles, et ça ne permet pas de faire des surfaces très propres quand on mettra du détail de très haute définition, comme des pores de la peau, des ridules, etc. Mais de toute façon, pour ce projet-ci, on n'ira pas jusque-là. Donc on verra comment corriger ça en Q2. Donc ça veut dire que ici, 20, c'est un peu peu pour faire le travail que je veux faire. Donc je vais faire un CTRL-Z. Je vais mettre 40. Et réactiver le Dynamesh, je mets non. Et là, je me retrouve avec une définition qui me permet de sculpter les formes générales. Regardez comment ça fonctionne le Dynamesh. Si vous continuez à sculpter et que, par exemple, vous dites j'ai une envie folle de faire des cornes à mon personnage, vous pouvez lui faire des cornes et puis recalculer le Dynamesh en faisant un CTRL-drag à côté de votre mèche, et il recalcule le maillage pour vous permettre de continuer à faire des cornes encore plus grandes.
Là, normalement, vous devriez applaudir. Mais bon. Merci. D'accord, donc ça, c'est un peu le principe du Dynamesh. Moi, je vous conseille de travailler dans un Dynamesh très basse résolution, donc entre 40 et 50 pour faire les formes de base, et que c'est petit à petit que vous allez rajouter plus de définition pour faire plus de détails. Donc une fois que vous avez votre résolution de travail, bien avec la broche standard par exemple, vous pouvez commencer à sculpter les différents éléments qui vont composer le crâne. Maintenant, ici, vous voyez que avec la broche standard en normal, vous rajoutez du volume positif. Avec Alt, vous allez creuser. Et avec Shift, eh bien, vous allez smoother vos surfaces. Et c'est comme ça que vous allez venir rajouter vos détails et venir intégrer les volumes que vous rajoutez au fur et à mesure. Et quand vous avez bien travaillé sur votre modèle, eh bien, vous venez recalculer un Dynamesh de temps en temps pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau de votre maillage pour pouvoir continuer à travailler de manière optimale. Alors comme on est en train de créer la forme, on peut encore utiliser la brush move pour gérer les formes de base. Donc ici, voilà, deux brushes pour sculpter le base mesh avec le smooth. Ça fait trois brushes. Donc il se peut qu'à un moment donné, vous ayez envie de protéger une zone de votre sculpture et pour pouvoir modifier le reste sans complètement tout déformer. Et pour ça, il y a un système de masques. Et donc avec Contrôle, on peut peindre des masques sur le modèle. Ok, donc Contrôle pour peindre les masques. Vous pouvez aussi avec Contrôle aller sur l'onglet Brush et prendre le masque lasso et utiliser le lasso pour aller plus vite. Alors le principe, c'est eh bien
avec le pen, vous peignez votre masque. Avec le pen et Alt, vous enlevez du masque. Pour intervertir le masque, c'est un contrôle-clic à côté du modèle. Pour smoother un masque, très intéressant, c'est un contrôle-clic dans le modèle. Et vous pouvez smoother un masque et smoother son opposé. Et pour vider les masques, c'est un contrôle-drag à côté du modèle. D'accord? Et donc grâce à ça, eh bien, vous pouvez protéger une zone pour pouvoir agir sur le reste sans altérer sans altérer ce qui est masqué en fait. Voilà, donc ici avec toujours avec les mêmes outils, avec Move et avec la brush standard. Je vais continuer à faire évoluer la sculpture, toujours à la même densité de Dynamesh. Non, non, c'était pas plus facile à citrouille. Puis quand c'est trop facile, ça va pas non plus, hein. Faut un minimum de challenge.
Donc ça c'est plus ou moins la fin de l'étape 1 où vous avez eh bien, les formes principales du crâne qui sont modélisées. Si je zoome très fort, ben, vous voyez qu'il y a encore très peu d'informations au niveau de la surface, hein. On voit encore très bien toutes les facettes. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé: Ah, mais monsieur, comment on fait pour sauver? Et c'est vrai que c'est une bonne question, c'est le bon moment pour le faire. Alors, vous avez plusieurs moyens de sauver dans cette brush. Vous pouvez aller dans File, Save As, vous pouvez aller dans Document, Save, vous pouvez aller dans Tool, Save As. Ok. Si vous allez dans Document et que vous faites un Save ou un Save As, vous allez enregistrer une image. C'est pas du tout ça que vous voulez parce que sinon vous ne pourrez jamais retravailler avec. Si vous allez dans File, vous allez enregistrer votre mèche, mais aussi tous les paramètres d'éclairage, de matériaux, de setup de lumière, etc., de rendu. Ça va alourdir votre fichier inutilement. Donc pour sauver votre modèle et tous les éléments qui le composent, vous allez dans Tool, Save As. Et vous sauvez ça euh, au format ZTL. Ok. Alors, comment maintenant rajouter de la définition une fois que vous êtes content de votre résultat? Je rectifie un petit truc et puis je vous montre. Eh bien, on va diviser deux fois le modèle pour smoother un petit peu tout ça. Et ensuite, on va augmenter la résolution du Dynamesh. Donc là, je vais aller jusqu'à 110 et recalculer le Dynamesh. Et là maintenant, le Dynamesh est plus élevé, la géométrie est smoothée et je peux passer à la deuxième étape. Et qu'est-ce que c'est la deuxième étape? Eh bien, ça va être l'étape de structuration du modèle et des volumes que vous avez. Donc je vais vous montrer les outils qu'on va utiliser maintenant pour passer à l'étape de structuration. On va utiliser du DAM standard, BDS. Alors cette brush-là, en fait, va permettre... Là, je vais enlever le lazy mouse qui est par défaut. Avec Alt, en fait, va permettre de créer des edges. Et sans Alt, va permettre de faire des creux. Et grâce à ça, et avec un petit peu de smooth, avec une basse intensité, on va intégrer ce qu'on vient de faire. On voit qu'on va pouvoir commencer à structurer les surfaces et bien contrôler la tension, donc le fait que les surfaces soient bien tendues entre ces différents edges. Alors c'est une étape assez importante parce que rajouter du détail sur une structure qui n'est pas tendue, qui n'est pas qui manque justement de structure, eh ben ça va occasionner des problèmes de lecture. Ouais, s'il te plaît. Donc ça s'appelle DAM standard et c'est BDS pour le raccourci en fait.
Et pour cette étape-là, je vous propose de ne pas encore rajouter plus de détails, de commencer d'abord par structurer et de bien travailler les formes que vous avez déjà trouvées dans votre base mesh. C'est une fois que vous aurez bien structuré. Alors, au niveau de la stylisation, ici l'objectif c'est de montrer que vous savez contrôler ce que vous faites. En utilisant des formes de ce type-là, vous me montrez que vous savez contrôler. Maintenant, c'est aussi une étape, c'est une bonne question, hein, parce elle est déjà revenue plusieurs fois. Quand vous, quand plus tard on va faire du réalisme, donc là je vous montre Philippe Faro, c'est un sculpteur traditionnel, je vous ai déjà montré ça l'année passée. Donc voilà, il travaille pour des, et il fait des sculptures réalistes, mais dans son travail, dans ses étapes de sculpture, il passe par une phase de plane sculpting. Donc ici, que ce soit pour un visage euh, où on voit là nettement, on voit bien la structure, hein, et des planes, que ce soit pour un visage ou pour un corps, il passe par cette étape-là avant d'aller plus loin et de revenir à quelque chose de plus lisse. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. C'est cette étape-là qui nous permet de faire de trouver les traits d'une personne pour faire un portrait réaliste. C'est à cette étape-là justement qui définit les lignes qui vont jouer sur. Entre autres, oui. Ouais. C'est là que tu vas vraiment bloquer ta structure, que tu vas mesurer les c'est plus facile de mesurer et gérer les proportions d'un visage quand ces éléments-là sont vraiment fort marqués, que quand ils sont plus doux, etc. Et- Du coup, avoir l'œil aussi pour trouver sur un verre. Oui, c'est ça, hein. Mais ça, c'est aussi la pratique et l'observation qui vont te permettre de gérer ces aspects-là. Mais c'est une bonne question. Donc ici, je vais utiliser une combinaison, comme vous voyez, de dame standard. Et l'autre brush qui va vous aider, c'est la brush Trim Dynamique, BTD. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Eh bien, je vais rajouter un peu d'intensité, comme vous allez voir ce que ça va faire. Vous avez sans doute déjà pelé des carottes dans votre longue expérience de cuistot. Eh bien, ça fait un peu l'effet de l'outil qui permet de peler les carottes. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir aplatir, aplanir certaines surfaces et tendre de ce fait-là les surfaces entre deux edges. Et donc c'est aussi une étape qui permet de bien structurer les différentes zones du squelette et puis de les intégrer avec un petit coup de smooth en fait. Donc ça c'est la brush trim dynamique.
Et donc le fait de faire apparaître ces différents edges et ces différents planes peuvent après vous permettre de faire des choix pour retendre les surfaces correctement pour que ces edges soient bien tendus dans tous les angles de vue. Et alors la broche trim dynamique, vous pouvez soit l'utiliser en poussant la matière, soit avec Alt, tirer la matière vers vous. Et en combinant les deux, vous pouvez vraiment aplatir les surfaces en fait. Maintenant, le but, c'est pas de faire des pièces de métal non plus, donc vous pouvez, tout en structurant, garder un côté quand même, oui, relativement Donc, organique. quand j'utilise l'outil donc avec Alt pour faire les bords, Oui. il me fait vraiment des vaguelettes, donc c'est pas un beau bord, on va dire, si je trace une ligne droite. Donc là, je continue à structurer les différents éléments. Donc là, c'est du trim dynamique avec Alt pour tirer la géométrie, pour cleaner un petit peu cette partie-là. Et là, je recalcule un Dynamesh pour finaliser tout ça. Alors, l'étape suivante, c'est par-dessus la géométrie structurée, eh bien, on va rajouter toute une série de détails qu'on appelle des détails de moyenne fréquence parce que ce sont des détails qui sont visibles à mi-distance. Par exemple, comment ramener les dents? Ben, je prends la broche standard et je vais ramener un réseau de volume ici au niveau des dents et des gencives. Ensuite, avec la broche dame standard, je vais venir préciser les différentes dents.
Si je zoome, on voit que c'est encore du low poly, hein. Travaillez à mi-distance pour voir les détails de moyenne fréquence que vous mettez. On fera une passe de finalisation de toute façon où on va encore euh, cleaner ça tout à l'heure. Et là, on obtient donc une bonne structure avec les détails par-dessus. Encore une fois, si vous n'avez pas trop d'idées au niveau des détails que vous pouvez ajouter, eh bien, vous allez chercher une référence. Moi, ici, j'ai une référence que je vais vous montrer. Où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà, j'ai été choper ça sur Internet. Comme ça, je vois qu'il y a des craquelures à rajouter, quelques volumes secondaires à rajouter, des petits trous, etc. Ben, voilà, dans mon cas, j'ai pas besoin de plus que ça. Maintenant, on pourra aller plus loin en rajoutant je sais pas si le crâne fracassé, on peut lui faire une cicatrice. Enfin, on peut faire plein de choses en fait. Monsieur, cette image est dans l'extranet enfin, Oh non, j'ai mis ça, j'ai pris ça d'internet, donc je peux la mettre sur l'extranet, il n'y a pas de souci. Donc je vais mettre ça dans. Donc c'est dans NetJV Prof MailerFX Q1, Art Character Design, cours 1, ZBrush Intro. Et donc voilà, vous avez un nom tout à fait explicatif de ce que c'est. monsieur, Oui, qu'est-ce qu'il fallait faire déjà quand les traits étaient trop, on va dire, pixelisés? j'arrive. Pixelisé comme ça? Ouais, mais je suis à mi-distance et devant moi, c'est fort. Ok, je vais arriver, je vais regarder. Pensez à sauver. Donc là, je vais continuer avec les détails.
Ici par exemple, je peux masquer toute une région. Et puis avec la brush Move, la faire rentrer plus vers l'intérieur. Puis recalculer le dynamesh par-dessus tout ça. Et donc une fois que vous êtes passé à cette étape-là, eh bien on refait encore une fois la même chose. Donc on va faire 2 divide et on va passer à un dynamesh cette fois-ci de 200 ou 250. Moi je vais mettre 220, allez. On recalcule la résolution finale de notre modèle. Et avec la brush dame standard, on peut venir encore retravailler les détails définitifs. On peut faire des stries dans les dents, pas très joli. C'est la résolution finale du modèle. Alors je vous conseille de bien bosser votre high poly puisque on va générer un low poly à partir de ce high poly là. Donc on va faire ce qu'on appelle une retopo. Donc on va dessiner le low poly sur le high poly. On va baker une normal map à partir du high poly aussi. Finalement votre low poly, votre modèle du jeu, ce sera exactement ce que vous avez dans ZBrush qui sera traduit en modèle de jeu. Donc si vous n'êtes pas satisfait de la qualité, vous allez vous traîner ça jusqu'au bout. Ok, on ne sait pas rattraper avec des tweakings de texture ou des effets de shader en BPR, rattraper une géométrie qui n'est pas bien sculptée en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Donc cette étape-ci en fait est très importante vu que ça va conditionner tout le reste de votre tout le reste en la filière de votre projet. En plus, au niveau timing aussi, la sculpture high poly, ça représente
on va dire 60% du temps, presque 70% du temps de travail de sculpture d'un modèle, enfin de production d'un modèle. Donc ça veut dire que c'est une étape assez importante qui, encore une fois, va conditionner tout le reste. Donc essayez de bien pratiquer, encore une fois, pour attraper les skills nécessaires pour être à l'aise et pour pouvoir produire des ressources graphiques dont vous êtes content. Parce que vous allez voir votre ressource graphique pendant tout le restant de l'année. Donc soyez quand même content de le voir. Enfin, jusqu'à la fin de Q1, hein, on fera un deuxième personnage en Q2. Donc voilà un petit peu l'objectif au niveau graphique et contrôle des formes.